Saviez-vous que nous connaissons mieux la surface de la Lune que le fond de nos propres océans? Bonsoir et bienvenue sur les Sciences Nocturnes. Je suis ravi que vous soyez ici ce soir. Peut-être avez-vous eu une longue journée, ou peut-être êtes-vous simplement le genre de personne qui aime s'endormir en écoutant des faits fascinants plutôt qu'en comptant les moutons. Quelle que soit la raison, ce voyage est pour vous. Installez-vous confortablement. Laissez votre esprit se détendre, votre respiration ralentir et votre corps devenir léger. Cette nuit, nous allons explorer l'océan, cette masse d'eau immense qui couvre plus de 70% de la surface de notre planète et qui cache encore tant de mystères. Des profondeurs écrasantes de la fosse des Mariannes aux créatures bioluminescentes qui brillent dans l'obscurité totale, des courants océaniques qui régulent notre climat aux écosystèmes extraordinaires qui défient toute logique. Ce que vous allez entendre ce soir pourrait vous surprendre, vous émerveiller ou simplement vous offrir une nouvelle perspective sur ce monde liquide qui nous entoure. Et si ces explorations calmes et curieuses vous aident à vous détendre ou vous donnent une façon paisible de terminer votre journée, pensez à liker et à vous abonner à la chaîne. Cela aide d'autres personnes à nous trouver, une âme curieuse à la fois. Maintenant, commençons. Nous avons exploré moins de 20% de l'océan. Malgré toute notre technologie moderne, nos satellites, nos sous-marins et nos sondes sophistiquées, plus de 80% de l'océan demeure inexploré et non cartographié. C'est une statistique qui donne le vertige. Nous avons envoyé des humains sur la Lune, des robots sur Mars, et nous avons photographié des galaxies à des milliards d'années-lumière. Pourtant, juste en dessous de la surface de notre propre planète, s'étend un monde vaste et mystérieux que nous commençons à peine à comprendre. Les raisons de cette ignorance sont multiples. L'océan est profond, en moyenne environ 3800 mètres, et certaines parties plongent bien plus bas. L'obscurité y est totale, au-delà de quelques centaines de mètres. La pression est écrasante. Et cartographier chaque recoin du fond marin nécessiterait des décennies de travail intensif, avec des équipements coûteux. Les scientifiques estiment que nous n'avons identifié qu'entre 10 et 25% des espèces marines qui existent. Cela signifie que des millions d'espèces vivent dans l'océan, sans que nous sachions même qu'elles sont là. Des créatures étranges, des écosystèmes entiers, des phénomènes géologiques cachés sous les vagues. L'océan garde ses secrets, et nous ne faisons qu'effleurer sa surface. La fosse des Mariannes est l'endroit le plus profond de l'océan. Située dans l'océan Pacifique occidental, près des îles Mariannes, cette tranchée abyssale plonge à environ 10 900 mètres sous la surface. Pour mettre cela en perspective, si vous placiez le mont Everest, la plus haute montagne de la Terre, au fond de la fosse des Mariannes, son sommet serait encore à plus de 2000 mètres sous l'eau. Le point le plus profond de cette fosse s'appelle le Challenger Deep. C'est un endroit hostile, presque extraterrestre. La pression au fond est d'environ 1096 bars, soit plus de 1000 fois la pression atmosphérique au niveau de la mer. Cela équivaut à 8 tonnes par pouce carré. Imaginez le poids de 100 éléphants adultes écrasant votre tête. C'est la réalité pour tout ce qui existe à cette profondeur. La température là-bas est à peine au-dessus du point de congélation, entre 1 et 4 degrés. Il n'y a aucune lumière. C'est une obscurité perpétuelle. Et pourtant, la vie existe. Des créatures étranges et robustes ont évolué pour survivre dans ces conditions extrêmes.
des poissons fantômes translucides, des amphipodes géants, des concombres de mer qui rampent sur le fond boueux. Ces organismes nous montrent que la vie peut s'adapter à presque n'importe quoi, même aux environnements les plus inhospitaliers que notre planète peut offrir. 75% des animaux, des profondeurs marines, produisent leur propre lumière. C'est un fait qui semble sorti d'un film de science-fiction, mais c'est la réalité dans les profondeurs océaniques. Ce phénomène s'appelle la bioluminescence. Dans les zones les plus profondes de l'océan, où la lumière du soleil ne pénètre jamais, la bioluminescence est devenue un outil de survie essentiel. Les créatures marines utilisent cette capacité pour diverses raisons. Certaines l'utilisent pour attirer des proies. La baudroie abyssale, par exemple, possède un appendice lumineux qui pend devant sa bouche comme une canne à pêche, attirant les poissons curieux directement dans ses mâchoires. D'autres créatures utilisent la bioluminescence pour communiquer avec des membres de leur espèce, pour effrayer les prédateurs ou même pour se camoufler. Certains calamars libèrent des nuages de liquide lumineux, créant une diversion éblouissante pendant qu'ils s'échappent dans l'obscurité. La bioluminescence provient de réactions chimiques à l'intérieur du corps de l'animal. Une molécule appelée luciférine réagit avec l'oxygène en présence d'une enzyme appelée luciférase, produisant de la lumière sans chaleur. C'est un processus incroyablement efficace. Les méduses, les cténophores, les vers, les crustacés, les étoiles de mer, les poissons et même certains requins possèdent cette capacité. Les profondeurs de l'océan brillent d'une lumière fantomatique, une galaxie sous-marine de points lumineux qui dansent dans l'obscurité totale. C'est un spectacle que peu d'humains ont eu la chance de voir, mais qui existe chaque seconde dans les eaux profondes du monde entier. Les courants océaniques régulent le climat de la Terre entière. Vous avez peut-être entendu parler du Gulf Stream ou de la circulation thermohaline. Ces courants océaniques massifs agissent comme un système de distribution de chaleur à l'échelle planétaire. Ils transportent l'eau chaude des tropiques vers les pôles et ramènent l'eau froide vers l'équateur, créant un cycle constant qui influence les températures, les précipitations et les conditions météorologiques partout dans le monde. La circulation thermohaline, souvent appelée le tapis roulant océanique mondial, commence dans les régions polaires. Lorsque l'eau de mer dans ces zones devient très froide, de la glace de mer se forme. Le sel est expulsé de la glace, rendant l'eau environnante plus salée et donc plus dense. Cette eau dense et froide coule vers le fond de l'océan et commence un voyage lent à travers les bassins océaniques profonds. En même temps, l'eau chaude de surface s'écoule vers les pôles pour remplacer l'eau froide qui descend. Ce processus prend des centaines d'années pour compléter un cycle complet, mais il a un impact énorme sur notre climat. Par exemple, l'Europe du Nord est beaucoup plus chaude qu'elle ne devrait l'être à sa latitude, en grande partie grâce au Gulf Stream qui transporte l'eau chaude du golfe du Mexique vers l'Atlantique Nord. Sans ces courants, des endroits comme Londres et Paris auraient des hivers aussi rigoureux que ceux du Canada. Mais ces courants sont sensibles au changement. Le réchauffement climatique et la fonte des glaces polaires peuvent perturber la circulation thermohaline en diluant l'eau salée avec de l'eau douce, réduisant sa densité et ralentissant le courant. Les scientifiques surveillent de près ces changements, car un ralentissement significatif pourrait avoir des conséquences dramatiques sur le climat mondial. 90% des espèces marines n'ont pas encore été découvertes. Ce chiffre est stupéfiant. Les chercheurs estiment qu'il existe environ 2 millions d'espèces marines dans l'océan,
mais nous n'en avons documenté que moins de 250 000. Cela signifie qu'environ 90% des créatures qui vivent dans l'océan sont inconnues de la science. Chaque année, des scientifiques découvrent des centaines, voire des milliers de nouvelles espèces. En 2025, par exemple, plus de 850 nouvelles espèces marines ont été découvertes par le Océan Census. Ces découvertes incluent des poissons étranges, des invertébrés bizarres, des éponges, des coraux et des créatures qui défient nos catégories habituelles. Certaines de ces espèces vivent dans des environnements que nous commençons à peine à explorer, comme les monts sous-marins, les sources hydrothermales et les fosses abyssales. D'autres vivent dans des zones plus accessibles, mais sont si petites ou si discrètes qu'elles ont échappé à notre attention jusqu'à présent. Le rythme de ces découvertes est limité par nos ressources et notre technologie. Il faut en moyenne 13 ans pour identifier et décrire officiellement une nouvelle espèce, de sa découverte à sa publication dans la littérature scientifique. Ce processus nécessite des expéditions coûteuses, des analyses génétiques, des comparaisons morphologiques et une documentation rigoureuse. Mais chaque nouvelle découverte enrichit notre compréhension de la biodiversité océanique et nous rappelle à quel point notre planète est encore mystérieuse. Les sources hydrothermales abritent des écosystèmes qui ne dépendent pas du soleil. En 1977, des scientifiques ont fait une découverte qui a changé notre compréhension de la vie sur Terre. Au fond de l'océan, le long des dorsales médio-océaniques, ils ont trouvé des sources hydrothermales, des fissures dans le plancher océanique, d'où jaillissent des jets d'eau surchauffés, chargés de minéraux. Ces sources, souvent appelées fumeurs noirs, en raison de la couleur de l'eau qui en sort, atteignent des températures de plus de 400 degrés Celsius. Mais ce n'est pas la température qui a étonné les scientifiques. C'est la vie qui prospérait autour de ces sources. Des vers tubulaires géants, des moules, des crabes, des crevettes et des poissons vivaient dans ces environnements extrêmes, totalement coupés de la lumière du soleil. Comment était-ce possible ? La réponse réside dans un processus appelé chimiosynthèse. Au lieu d'utiliser la lumière du soleil pour produire de l'énergie comme le font les plantes avec la photosynthèse, les bactéries vivant près des sources hydrothermales utilisent des composés chimiques, comme le sulfure d'hydrogène, pour créer de l'énergie. Ces bactéries forment la base de la chaîne alimentaire dans ces écosystèmes. Les vers tubulaires géants, par exemple, n'ont ni bouche, ni système digestif. Au lieu de cela, ils hébergent des bactéries symbiotiques dans leurs tissus, et ces bactéries produisent de la nourriture pour le ver, en utilisant les produits chimiques des sources hydrothermales. C'est une forme de vie totalement indépendante du soleil, une découverte qui a des implications profondes pour notre recherche de vie ailleurs dans l'univers. Si la vie peut exister dans les profondeurs sombres de l'océan sans soleil, peut-être peut-elle exister dans les océans cachés sous la glace des lunes de Jupiter ou de Saturne. Les vagues scélérates existent vraiment. Pendant des siècles, les marins ont raconté des histoires de vagues monstrueuses surgissant de nulle part, des murs d'eau qui se dressaient à des hauteurs incroyables, détruisant des navires et disparaissant aussi vite qu'elles étaient apparues. Ces récits étaient souvent considérés comme des exagérations ou des légendes. Mais nous savons maintenant que les vagues scélérates, ou rogue waves en anglais, sont bien réelles. Ces vagues peuvent atteindre des hauteurs de 20 mètres ou plus, souvent 2 à 3 fois plus hautes que les vagues environnantes. Elles apparaissent soudainement, sans avertissement, et durent généralement moins de 20 secondes avant de se dissiper. La première vague scélérate confirmée
a été mesurée en 1995 par une plateforme pétrolière en mer du Nord. Elle mesurait 25 mètres de haut. Depuis lors, des satellites et des bouées océaniques ont enregistré des centaines de ces vagues. Mais comment se forment-elles ? Les scientifiques pensent que plusieurs facteurs peuvent créer des vagues scélérates. Lorsque plusieurs systèmes de vagues se déplacent dans l'océan à des vitesses et des directions différentes, leurs crêtes peuvent parfois se superposer et se renforcer mutuellement, créant une vague beaucoup plus grande. Les courants océaniques rapides peuvent également amplifier les vagues. Et dans certains cas, les vagues peuvent être focalisées par des caractéristiques du fond marin, concentrant leur énergie en un seul point. Les vagues scélérates sont dangereuses et imprévisibles, mais grâce aux nouvelles technologies et à une meilleure compréhension de la dynamique des vagues, les scientifiques travaillent à développer des systèmes d'alerte précoce qui pourraient sauver des vies en mer. Les récifs coralliens abritent 25% de toutes les espèces marines. Les récifs coralliens sont souvent appelés les forêts tropicales de la mer. Et pour une bonne raison. Bien qu'ils ne couvrent que moins d'1% de la surface du fond océanique, ils abritent environ 25% de toutes les espèces marines connues. Des milliers d'espèces de poissons, d'invertébrés, d'algues et d'autres organismes dépendent des récifs coralliens pour leur survie. Ces structures complexes et colorées sont construites par des colonies de minuscules animaux appelés polypes coralliens. Ces polypes sécrètent un squelette de carbonate de calcium, créant lentement, au fil des siècles et des millénaires, les récifs massifs que nous voyons aujourd'hui. Les coraux vivent en symbiose avec des algues microscopiques, appelées zooxanthelles, qui vivent dans leurs tissus et leur fournissent de l'énergie par photosynthèse. En retour, les coraux offrent aux algues un abri et accès à la lumière. Mais les récifs coralliens sont en danger. Le réchauffement climatique provoque des événements de blanchiment des coraux, où les coraux stressés expulsent leurs algues symbiotiques et deviennent blancs. Sans ces algues, les coraux meurent de faim. L'acidification des océans, causée par l'absorption de dioxyde de carbone atmosphérique, rend également plus difficile pour les coraux de construire leur squelette. La pollution, la surpêche et le développement côtier ajoutent d'autres pressions. Les scientifiques estiment que si les tendances actuelles se poursuivent, nous pourrions perdre la plupart des récifs coralliens du monde d'ici la fin de ce siècle. C'est une perte qui aurait des répercussions catastrophiques, non seulement pour la biodiversité marine, mais aussi pour les centaines de millions de personnes qui dépendent des récifs pour leur nourriture, leur protection côtière et leurs moyens de subsistance. L'océan produit plus de 50% de l'oxygène que nous respirons. Quand on pense à l'oxygène, on imagine souvent les forêts et les arbres. Mais en réalité, plus de la moitié de l'oxygène de notre atmosphère est produite par l'océan. Ce sont principalement de minuscules organismes appelés phytoplanctons qui accomplissent cette tâche monumentale. Le phytoplancton est composé d'algues microscopiques, de cyanobactéries et d'autres organismes photosynthétiques qui dérivent près de la surface de l'océan. Ils utilisent la lumière du soleil pour convertir le dioxyde de carbone et l'eau en glucose et en oxygène, tout comme les plantes terrestres. Mais parce qu'ils sont si abondants et couvrent une si grande surface, ils produisent une quantité énorme d'oxygène. En fait, on estime que le phytoplancton produit environ 50 à 80% de l'oxygène atmosphérique de la Terre. Le phytoplancton forme également la base de la chaîne alimentaire marine. Il est consommé par le zooplancton, qui est à son tour mangé par des poissons plus gros, et ainsi de suite. Sans phytoplancton, les écosystèmes marins s'effondreraient.
Mais le phytoplancton est sensible aux changements environnementaux. Le réchauffement climatique, l'acidification des océans, la pollution et la surpêche peuvent tous affecter les populations de phytoplancton. Les scientifiques surveillent de près ces populations, car leur déclin pourrait avoir des conséquences désastreuses, non seulement pour la vie marine, mais pour toute vie sur Terre, y compris la nôtre. Le son voyage plus vite dans l'eau que dans l'air. Dans l'air, le son se déplace à environ 343 mètres par seconde. Mais dans l'eau de mer, il voyage à environ 480 mètres par seconde, soit plus de 4 fois plus vite. Cette propriété de l'eau fait de l'océan un environnement acoustique unique. Les animaux marins, en particulier les mammifères comme les baleines et les dauphins, utilisent le son pour communiquer, naviguer et chasser. Les baleines à bosse produisent des chants complexes qui peuvent durer des heures et parcourir des centaines de kilomètres à travers l'océan. Ces chants sont composés de mélodies répétitives, de notes basses et hautes, et chaque population de baleines a son propre dialecte. Les scientifiques pensent que ces chants servent à attirer des partenaires, à établir des territoires ou à communiquer avec d'autres membres du groupe. Les baleines bleues, les plus grands animaux de la planète, émettent des appels si puissants qu'ils peuvent être entendus à des distances de plus de 1600 km. Ces appels à basse fréquence peuvent voyager à travers les bassins océaniques entiers. Les dauphins utilisent des clics et des sifflements pour communiquer entre eux et pour l'écholocation, un processus par lequel ils émettent des sons et écoutent les échos pour localiser les objets et les proies. Mais le paysage sonore de l'océan est de plus en plus pollué par le bruit humain. Les moteurs des navires, les sonars militaires, les forages pétroliers et les autres activités humaines créent un bruit constant qui peut masquer les communications des animaux marins, perturber leur comportement et même causer des blessures physiques. Le bruit sous-marin est devenu une préoccupation majeure pour la conservation marine, et des efforts sont en cours pour réduire son impact sur la vie océanique. Il existe un continent de plastique dans l'océan Pacifique. Le Great Pacific Garbage Patch, ou vortex de déchets du Pacifique Nord, est une zone massive de l'océan Pacifique où les déchets plastiques se sont accumulés en quantité stupéfiante. Situé entre la Californie et Hawaï, ce vortex de déchets couvre une superficie estimée à environ 600 000 km², soit environ 3 fois la taille de la France. Contrairement à ce que son nom pourrait suggérer, ce n'est pas une île solide de déchets que l'on peut voir de l'espace. C'est plutôt une soupe de plastique, où des millions de fragments de plastique flottent juste sous la surface ou dérivent dans l'eau, mélangés avec des filets de pêche abandonnés, des bouteilles, des sacs et d'autres débris. Les courants océaniques, formant un gir subtropical, piègent ces déchets dans cette région. Les scientifiques estiment que le vortex contient environ 100 000 tonnes de plastique, soit l'équivalent de plus de 740 avions Boeing 777, et cela ne représente que le plastique flottant. Une quantité inconnue, mais probablement beaucoup plus grande de plastique a coulé au fond de l'océan. Le plastique dans l'océan se décompose lentement, sous l'effet du soleil et des vagues, se fragmentant en morceaux de plus en plus petits appelés microplastiques. Ces particules sont ingérées par les poissons, les oiseaux de mer, les tortues et d'autres animaux marins, causant des blessures internes, des obstructions et des empoisonnements chimiques. Les microplastiques entrent également dans la chaîne alimentaire humaine lorsque nous consommons des fruits de mer contaminés,
Le problème du plastique océanique est global. Il existe d'autres vortex de déchets dans l'Atlantique, l'océan Indien et ailleurs. Chaque année, environ 8 millions de tonnes de plastique se retrouvent dans l'océan. Les hydrates de méthane sous le fond marin contiennent plus d'énergie que toutes les réserves de combustibles fossiles connues combinées. Sous le plancher océanique, dans les sédiments profonds et froids, se trouve une forme de glace étrange et potentiellement explosive, les hydrates de méthane. Ce sont des cristaux de glace qui emprisonnent des molécules de méthane, un gaz naturel. Ces dépôts se forment dans des conditions de haute pression et de basse température, typiquement à des profondeurs de plusieurs centaines de mètres sous le fond marin. Les scientifiques estiment que la quantité de méthane piégée dans les hydrates océaniques est énorme, potentiellement beaucoup plus grande que toutes les réserves de pétrole, de gaz et de charbon connues. Certaines estimations suggèrent qu'environ 1/5 du méthane de la Terre est stocké sous forme d'hydrate de méthane. Cette ressource potentielle a suscité beaucoup d'intérêt. Si nous pouvions extraire ce méthane de manière sûre et efficace, cela pourrait fournir une source d'énergie pendant des décennies, voire des siècles. Mais il y a des défis majeurs. Les hydrates de méthane sont instables. Si la température augmente ou si la pression diminue, ils peuvent se décomposer rapidement, libérant du méthane gazeux. Cela pourrait provoquer des glissements de terrain sous-marins, des tsunamis et, plus inquiétant encore, une libération massive de méthane dans l'atmosphère. Le méthane est un gaz à effet de serre beaucoup plus puissant que le dioxyde de carbone, et une libération soudaine pourrait accélérer considérablement le réchauffement climatique. Certains scientifiques pensent que des libérations passées d'hydrates de méthane ont contribué à des événements d'extinction massive dans l'histoire de la Terre. C'est un sujet de recherche intense et de préoccupation, car le réchauffement des océans pourrait déstabiliser ces dépôts de manière imprévisible. Les tsunamis ne sont pas des vagues ordinaires. Le mot tsunami vient du japonais et signifie vague portuaire. Mais les tsunamis ne ressemblent en rien aux vagues que vous voyez à la plage. En pleine mer, un tsunami peut passer presque inaperçu. La vague peut mesurer seulement quelques dizaines de centimètres de haut, mais elle s'étend sur des centaines de kilomètres et se déplace à des vitesses incroyables, souvent entre 500 et 800 km/h. Aussi rapide qu'un avion de ligne. Les tsunamis sont générés par des événements géologiques sous-marins. Environ 80% des tsunamis sont causés par des tremblements de terre sous-marins. Lorsque les plaques tectoniques se déplacent brusquement le long des failles océaniques, elles peuvent soulever ou abaisser d'énormes volumes d'eau, créant des vagues qui se propagent dans toutes les directions. D'autres causes incluent les éruptions volcaniques sous-marines, les glissements de terrain et, rarement, les impacts de météorites. Lorsqu'un tsunami approche des côtes et que la profondeur de l'eau diminue, la vague ralentit, mais sa hauteur augmente dramatiquement. L'eau peut s'élever à des dizaines de mètres, déferlant sur les terres côtières avec une force dévastatrice. Les tsunamis de 2004 dans l'océan Indien et de 2011 au Japon sont des exemples récents de la puissance destructrice de ces vagues. Le tsunami de 2004 a tué plus de 230 000 personnes dans 14 pays. Aujourd'hui, des systèmes d'alerte précoce au tsunami surveillent l'activité sismique et les niveaux d'eau dans les océans du monde entier, donnant aux communautés côtières le temps d'évacuer avant qu'un tsunami ne frappe. L'océan a des lacs et des rivières sous-marins. Cela peut sembler paradoxal, mais il existe réellement des lacs et des rivières sous l'eau dans l'océan. Ces formations
appelés bassins de Saumur, sont des poches d'eau extrêmement salées qui sont beaucoup plus denses que l'eau de mer environnante. Cette différence de densité empêche l'eau salée de se mélanger avec l'eau de mer au-dessus, créant une interface nette qui ressemble à une surface d'eau. Certains de ces bassins ont même des rives et des rivages sous-marins. Les bassins de Saumur se forment lorsque des dépôts de sels anciens enfouis sous le fond marin se dissolvent, créant une solution saline concentrée qui s'accumule dans des dépressions. Ces environnements sont extrêmement toxiques pour la plupart des formes de vie. L'eau est si salée et souvent chargée de méthane et de sulfure d'hydrogène qu'elle tue presque instantanément tout poisson ou invertébré qui y pénètre. Pourtant, des formes de vie extrémophiles, principalement des bactéries et des archées, vivent dans et autour de ces bassins, tirant profit des conditions chimiques uniques. Les bassins de Saumur sont fascinants pour les scientifiques. Ils offrent des aperçus sur les processus géochimiques, les cycles du méthane et les limites de la vie. Et ils rappellent que l'océan est plein de surprises, même dans ses régions les plus profondes et les plus reculées. Les méduses existent depuis plus de 500 millions d'années. Les méduses sont parmi les créatures les plus anciennes de la Terre. Elles flottent dans les océans depuis le Cambrien, bien avant l'apparition des dinosaures, des arbres ou même des poissons osseux. Leur forme simple, composée principalement d'eau, leur a permis de survivre à travers des extinctions massives et des changements climatiques drastiques. Les méduses n'ont pas de cerveau, de cœur, de sang ou de système respiratoire. Leur corps est composé de 95 à 99% d'eau. Elles dérivent avec les courants, se propulsant doucement en contractant leur ombrelle en forme de cloche. Leurs tentacules sont équipés de cellules urticantes, appelées cnidocytes, qui injectent du venin dans leur proie. Certaines méduses sont inoffensives pour les humains, tandis que d'autres, comme la guêpe de mer australienne, possèdent un venin parmi les plus mortels du monde. Les méduses jouent un rôle important dans les écosystèmes marins. Elles se nourrissent de zooplancton, de petits poissons et d'autres méduses. Et elles sont elles-mêmes une source de nourriture pour les tortues de mer, certains poissons et d'autres prédateurs. Mais les populations de méduses augmentent dans de nombreuses régions du monde. La surpêche, qui élimine leurs prédateurs et leurs concurrents, le réchauffement climatique, qui favorise leur reproduction, et la pollution, qui crée des zones mortes où peu d'autres créatures peuvent survivre, ont tous contribué à ce phénomène. Dans certains endroits, les proliférations de méduses causent des problèmes pour les pêcheries, obstruent les systèmes de refroidissement des centrales électriques et rendent les plages dangereuses pour les baigneurs. L'océan Arctique se réchauffe plus rapidement que n'importe quel autre océan. Le réchauffement climatique n'affecte pas toutes les régions de la Terre de manière égale. L'Arctique se réchauffe environ 2 fois plus vite que la moyenne mondiale, un phénomène connu sous le nom d'amplification arctique. Ce réchauffement rapide a des conséquences dramatiques pour l'océan Arctique et la glace de mer qui le recouvre. Depuis les années 1970, l'étendue de la glace de mer Arctique en été a diminué d'environ 40%. Les scientifiques prédisent que d'ici quelques décennies, l'Arctique pourrait être largement libre de glace pendant l'été, une situation qui ne s'est pas produite depuis des milliers d'années. Cette perte de glace a de nombreux effets. La glace de mer réfléchit la lumière du soleil, aidant à garder la région fraîche. Lorsque la glace fond, l'eau sombre de l'océan absorbe plus de chaleur, accélérant encore le réchauffement.
C'est un cycle de rétroaction qui s'auto-amplifie. La fonte de la glace affecte également la faune. Les ours polaires dépendent de la glace de mer pour chasser les phoques. Et la disparition de leur habitat met leur survie en danger. Les phoques, les morses et d'autres espèces arctiques sont également menacées. De plus, la fonte de la glace ouvre de nouvelles routes maritimes et donne accès à des ressources naturelles précédemment inaccessibles, comme le pétrole et le gaz, ce qui soulève des questions géopolitiques et environnementales complexes. Les dauphins ont des noms et s'appellent entre eux. Les dauphins sont des animaux incroyablement intelligents et sociaux. Ils vivent en groupes complexes, appelés pods, communiquent avec une variété de clics, de sifflements et de gestes corporels, et ont même été observés en train de coopérer pour chasser et se protéger mutuellement. L'une des découvertes les plus fascinantes sur les dauphins est qu'ils ont ce que les scientifiques appellent des sifflements signatures. Ce sont des motifs de sifflements uniques que chaque dauphin développe tôt dans sa vie, un peu comme un nom. Les dauphins utilisent ces sifflements signatures pour s'identifier et pour appeler des individus spécifiques. Lorsqu'un dauphin est séparé de son groupe, il peut émettre son sifflement signature de manière répétée, comme s'il disait « C'est moi » ou « Êtes-vous » et d'autres dauphins peuvent répondre en imitant ce sifflement, reconnaissant l'individu. C'est une forme de communication complexe et personnalisée qui est rare dans le règne animal. Les dauphins peuvent également apprendre et imiter de nouveaux sons, une capacité appelée apprentissage vocal, qu'ils partagent avec seulement quelques autres groupes d'animaux, comme les humains, certains oiseaux et quelques autres mammifères. Cette intelligence et cette capacité de communication font des dauphins des sujets d'étude fascinants et soulèvent des questions profondes sur la conscience, la connexion et les droits des animaux. Les océans absorbent environ 30% du dioxyde de carbone produit par les activités humaines. L'océan joue un rôle crucial dans la régulation du climat de la Terre, en absorbant une grande partie du CO2 que nous émettons. Lorsque le dioxyde de carbone de l'atmosphère se dissout dans l'eau de mer, il forme de l'acide carbonique, ce qui abaisse le pH de l'eau. Ce processus, appelé acidification des océans, a augmenté de 30% l'acidité de l'océan depuis le début de la révolution industrielle. Cette acidification a des conséquences graves pour la vie marine. De nombreux organismes, comme les coraux, les mollusques, certains planctons et les oursins, construisent leurs coquilles ou leurs squelettes à partir de carbonate de calcium. Dans une eau plus acide, il devient plus difficile pour ces organismes de construire et de maintenir leur structure calcaire. Certains peuvent même voir leurs coquilles se dissoudre. Cela affecte non seulement ces organismes individuels, mais aussi les écosystèmes entiers qui en dépendent. Par exemple, les ptéropodes, de petits escargots de mer flottants, sont une source de nourriture importante pour de nombreux poissons, y compris le saumon. Si les populations de ptéropodes déclinent en raison de l'acidification, cela pourrait avoir des répercussions en cascade dans toute la chaîne alimentaire. L'acidification des océans est souvent appelée le jumeau maléfique du réchauffement climatique, et c'est un problème qui nécessite une attention urgente. Il y a des montagnes sous-marines plus hautes que l'Everest. Le fond de l'océan n'est pas plat. Il est traversé par des dorsales médio-océaniques, des fosses abyssales, des plateaux, des canyons et des monts sous-marins. Certains de ces monts sous-marins sont des volcans qui s'élèvent à des hauteurs stupéfiantes depuis le plancher océanique. Par exemple, Mauna Kea à Hawaï est souvent citée comme la plus haute montagne du monde, si on la mesure depuis sa base au fond de l'océan.
Du fond de l'océan à son sommet, Mauna Kea mesure environ 10 200 mètres, soit plus de 1000 mètres de plus que l'Everest mesuré depuis le niveau de la mer. Mais seuls environ 4200 mètres de Mauna Kea sont au-dessus de l'eau. Les monts sous-marins sont des points chauds de biodiversité. Leurs flancs abrupts créent des zones de remontée d'eau où les courants profonds riches en nutriments remontent vers la surface, nourrissant le phytoplancton et attirant une abondance de vie marine. Les coraux profonds, les éponges, les poissons et d'autres créatures colonisent ces monts, créant des écosystèmes complexes. Mais les monts sous-marins sont également vulnérables à la surpêche et à l'exploitation minière en haute mer, et leur protection est un enjeu majeur de conservation. Chaque année, l'océan produit plus de 50 millions de tonnes de biomasse. L'océan est une machine biologique d'une productivité stupéfiante. Le phytoplancton, les algues, les herbiers marins et d'autres producteurs primaires convertissent l'énergie solaire en matière organique, formant la base de toutes les chaînes alimentaires marines. Cette production primaire soutient des écosystèmes entiers, des minuscules copépodes aux baleines bleues géantes. L'océan produit également une énorme quantité de protéines sous forme de poissons, de crustacés et de mollusques, qui sont une source de nourriture essentielle pour des milliards de personnes dans le monde. Mais cette productivité est menacée. La surpêche a épuisé de nombreuses populations de poissons, au-delà de leur capacité de récupération. La pollution, la destruction des habitats et le changement climatique ajoutent des pressions supplémentaires. Gérer les ressources océaniques de manière durable est l'un des grands défis de notre époque. Les tortues marines retournent sur la plage où elles sont nées pour pondre leurs propres œufs. Les tortues marines ont une vie extraordinaire. Après avoir éclos sur une plage, les bébés tortues se précipitent vers l'océan et passent la plupart de leur vie à nager dans les océans du monde, parcourant des milliers de kilomètres. Mais lorsque vient le temps de se reproduire, les femelles retournent sur la même plage où elles sont nées, parfois après 30 ans ou plus. Comment trouvent-elles leur chemin? Les scientifiques pensent que les tortues utilisent le champ magnétique terrestre comme une carte. Chaque plage a une signature magnétique unique et les tortues peuvent s'en souvenir et la retrouver. C'est une forme de navigation incroyablement précise sur de vastes distances océaniques. Les tortues marines sont menacées. Elles sont capturées accidentellement dans les filets de pêche. Leurs plages de nidification sont détruites par le développement. Elles ingèrent du plastique qu'elles confondent avec de la nourriture, et le réchauffement climatique affecte le sexe de leurs petits, car la température du sable détermine si un œuf devient mâle ou femelle. Protéger les tortues marines nécessite des efforts internationaux coordonnés, car elles traversent de nombreuses frontières au cours de leur vie. Les océans contiennent environ 3 millions d'épaves de navires. Au fond des océans du monde reposent les restes de millions de navires qui ont coulé au fil des siècles. Ces épaves racontent des histoires de commerce, de guerre, d'exploration et de tragédie. Certaines sont des galions espagnols chargés de trésors. D'autres sont des navires de guerre de la Seconde Guerre mondiale. D'autres encore sont des cargos modernes. Beaucoup de ces épaves sont devenues des récifs artificiels, fournissant un habitat pour les poissons, les coraux et d'autres formes de vie marine. Les épaves attirent également les plongeurs, les historiens et les chasseurs de trésors, mais elles peuvent aussi poser des risques environnementaux, en particulier celles qui transportaient du carburant ou des produits chimiques dangereux. Avec le temps, les coques rouillées peuvent se rompre, libérant leur contenu toxique dans l'océan.
L'océan est encore largement inexploré, mais chaque découverte nous rapproche de sa compréhension. Nous avons parcouru un long chemin ce soir, des profondeurs écrasantes de la fosse des Mariannes aux créatures bioluminescentes qui brillent dans l'obscurité, des courants qui régulent notre climat aux écosystèmes extraordinaires des sources hydrothermales. Nous avons découvert des vagues scélérates, des récifs coralliens en danger, des océans remplis de plastique et des secrets magnétiques que les tortues utilisent pour naviguer. Nous avons écouté les chants des baleines, exploré des lacs sous-marins et contemplé des montagnes plus hautes que l'Everest cachées sous les vagues. L'océan est vaste, mystérieux et essentiel à notre survie. Il régule notre climat, produit notre oxygène, nourrit des milliards de personnes et abrite une biodiversité incroyable. Pourtant, nous le traitons souvent mal, le polluons, le surexploitons et ignorons ses avertissements. Mais il n'est pas trop tard. Chaque jour, des scientifiques, des militants et des citoyens ordinaires travaillent pour protéger l'océan, pour mieux le comprendre et pour trouver des moyens de vivre en harmonie avec lui. Vous faites partie de cette planète océanique. Chaque respiration que vous prenez, chaque bouchée de poisson que vous mangez, chaque goutte de pluie qui tombe, tout est lié à l'océan. Ce soir, alors que vous vous endormez, pensez à ce monde bleu qui s'étend sous les vagues. Pensez aux créatures qui brillent dans l'obscurité, aux courants qui tournent lentement, aux mystères qui attendent d'être découverts. L'océan est toujours là, vaste et patient, respirant avec les marées, vivant sa vie secrète dans les profondeurs. Et vous, vous flottez dans ce monde, une petite chaleur dans l'obscurité, reposant dans les bras de cette planète bleue. Si vous êtes encore éveillé, vous pouvez regarder le prochain épisode maintenant. J'espère que vous dormez bien et que vous rêvez doucement. Bonne nuit.